Qui parmi vous oserait dire à un Africain que le manioc n'est pas de chez lui? Ou à un Guadeloupéen que son courbouillon, celui qui fait, n'est pas de chez lui? Ou encore un Martiniquais que son chouchine, dachine, n'est pas de chez lui? Je vous vois sourire, vous vous dites, ah, tout le monde est au courant. Mais oui, c'est de nous. Et en fait, non, vous avez tort. Vous avez tort parce que, simplement, le courbouillon est un plat de marin du Nord qui ressemble étrangement à notre blaf. Dachine, chouchine, comme son nom l'indique, ça vient d'Asie, donc pas de la Martinique. Et vous aurez compris que pour le manioc, c'est très loin de l'Afrique puisque ça vient d'Amérique latine. Et donc, tous ces fruits aujourd'hui constituent notre alimentation, mais aussi notre histoire. Et donc, dans le cadre de cet échange, je vais vous inviter à partager avec moi le pays réel et le pays rêvé. Et vous allez vous rendre compte que bien souvent, je vais vous faire décrocher. Mais ça, c'est normal, puisque vous connaissez les anthropologues qui ne sont pas forcément très équilibrés. Mais oui, il faut dire ce qui est. Et donc, dès lors qu'on parle de représentation, on parle de déconstruction, on parle de perte de ses croyances, de perte de ses substances. Et il est vrai qu'on aurait pu passer par le prisme de l'histoire, mais non, je préfère vous inviter dans une approche plus systémique, celle de l'archéologie et de l'anthropologie alimentaire. Et vous allez comprendre pourquoi on passe par ce prisme. Je vous ai dit, qui oserait dire ça à un Africain, puisque de tout temps, il a toujours su que ça fait partie de son corpus de biens. Dans notre psyché, on intègre un certain nombre de fruits comme étant allant de soi, alors que, quelque part, en dichotomie, on refuse de regarder la partie plus, voyage, plus recherche. Et je vais vous proposer, non pas au commencement, parce que ça fait très hollywoodien, très grosse production, mais je vais simplement vous proposer un petit voyage dans le temps. Et on va prendre comme point de départ le XVe siècle. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle du XVe siècle. Le XVe siècle, c'est à peu près la période où les Européens, enfin certains pays d'Europe, vont quitter la Terre pour pouvoir aller découvrir le monde. Et oui, parce qu'avant, les gars, ils étaient entre eux, tranquillement, ils se faisaient la guerre, de temps en temps, ils organisaient un viol. Mais oui, histoire de créer une ambiance. Construisaient des églises, construisaient des châteaux, les détruisaient. En fait, ils étaient entre eux. Et puis, je ne sais pas, quelqu'un s'est dit, pourquoi on reste entre nous, pourquoi on ne va pas voyager ailleurs? Parce que tant qu'à faire, ça pourrait être intéressant. Et donc, officiellement, l'histoire vous dit que les Européens sont partis à la conquête du monde pour pouvoir capter des richesses, l'or et tout ça. Ça, c'est la version officielle. Et vous connaissez tout bien comme moi que l'histoire, en fait, écrite, n'est pas l'histoire réelle. Et donc, moi, je vais vous proposer l'histoire réelle, mais vue par le prisme de ma modeste petite personne un peu confuse. J'avoue. Mais j'adore ça, parce que ça permet effectivement, de temps en temps, de perdre les réalités et de les récupérer autrement. Alors, je vous disais que, oui, certains pays d'Europe vont partir, et vous les connaissez, c'est d'abord l'Espagne et le Portugal. Vous voyez de qui je parle? Vasco de Gama. Mais oui, Machallah. Marco, vous le connaissez, Marco? Polo, oui. Et le petit dernier, celui qui n'était pas bon à l'école, Christophe. Oui, Colomb. Qui, par un heureux hasard, qui voulait aller en Inde, s'est retrouvé chez nous. Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais de sources non concordantes, on m'a expliqué qu'il n'avait pas su programmer son GPS. Vous aurez compris que toutes ces personnes, tous ces navigateurs, lorsqu'ils vont partir à la conquête du monde, vont tracer les premières routes maritimes. Et c'est ces routes qui vont constituer aujourd'hui notre héritage. Qu'on soit d'accord ou pas, on ne peut pas revenir sur les faits. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant avec l'histoire. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais les faits restent. Et donc, je vous disais, à partir du moment où on part, on découvre d'autres territoires, forcément, il y a deux implications. La première, c'est pour vos populations, et la seconde, pour les populations qui vont vous recevoir. Dans le premier cas, ça va être de l'adaptation, c'est-à-dire que les populations qui vont recevoir les nouveaux produits vont les inscrire dans leur corpus de fruits et légumes. Et le deuxième, ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous,
vont faire ce qu'on appelle l'assimilation par l'importation. C'est-à-dire que vous allez intégrer, comme allant de soi, les produits qui vous viennent de l'extérieur. Alors vous me dites, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce que je vous ai dit au préalable concernant, vous vous souvenez, le manioc, le courbouillon et la dachine. Restons sur le courbouillon. Aujourd'hui, si vous demandez à un Antillais comment se fait un courbouillon, il va vous dire qu'il y a 3 grands courants. Oui. Les puristes vont vous dire c'est roucou et... Ah ben... Les puristes vont vous dire roucou et... Au coin du feu ce soir. Hein? D'accord? Non, c'est pas maintenant, on ne fait pas de cours du soir. Le deuxième, c'est... Ah non, c'est tomados, c'est les tomates cerises. Et le troisième courant, plus proche de vous, tomates fraîches et sauce tomate. Sauf que je vous ai dit, c'est un plat de marin du Nord. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire. Le courbouillon, ce sont des pommes de terre nouvelles que vous faites bouillir et sur lesquelles, avec des persillades, vous déposez du poisson. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle le blaf. Alors vous aurez compris que si vous allez dire à un Guadeloupéen que ce qu'il a mangé depuis la nuit des temps n'est pas, vous aurez compris que vous attaquez l'essence même de ce qu'il est. Et c'est tout l'intérêt de parler du pays rêvé par opposition au pays réel. Là, nous sommes dans le pays rêvé. Le fameux Sakitao, dont tout le monde se gosse, mais que personne ne veut déconstruire parce que ça nous rappellerait que nous sommes la partie intéressante de la colonisation. Et je pèse mes mots lorsque je dis ça. Cela veut dire que tout ce qui vous paraît comme étant allant de soi, vous devriez les questionner, parce qu'en fait, tout ceci est faux. Et qu'il vous faut remettre du sens sur les objets qui vous êtes sourds, mais remettre du sens sur l'histoire que vous connaissez. Alors vous allez me dire, oui, mais ces peuples, lorsqu'on a été les chercher, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Eh bien, ils ont fait ce que tout peuple faisait. Ils vont s'adapter, d'accord, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ils vont faire preuve de créativité. La créativité, vous la connaissez. J'aime bien prendre cet exemple, c'est la case créole. Alors vous me dites, qu'est-ce qu'une case créole vient faire dans l'alimentation, vient faire dans le pays réel, le pays rêvé? Ben, notre case créole, mine de rien, même si elle ne payait pas de mine, mais elle résistait à tout ce qui était sismique, parce qu'elle était sur pilotis, donc elle pouvait bouger. Elle était anticyclonique parce qu'en fait, elle résistait au vent de par son architecture et son toit. Pas de prise au vent. Et en même temps, elle était antidépression parce que le fait qu'il y ait des interstices entre les bois, le vent pouvait circuler. Et contrairement à nos belles villas avec des baies vitrées qui explosent chaque fois qu'il y a un cyclone, on était à l'abri. Donc vous aurez bien compris que le pays réel était dans la tête des gens lorsqu'ils construisaient. Et vous allez voir que pendant longtemps, on va puiser dans nos ressources parce qu'en fait, la première démarche qu'on avait faite, c'est celle de s'adapter au territoire. Alors vous allez me dire, pourquoi je vous parle de ça encore? Et en fait, il faut vous rendre compte qu'au fil du temps, ce pays qui était ancré en nous, qui faisait partie de notre ADN, à mesure que nous allons avancer dans le temps, il va sortir de nous. Ce qui va faire qu'aujourd'hui, nous avons une partie de la population qui se recherche, qui aura pensé qu'en fait, au sortir de l'esclavage, ils avaient quitté l'esclavage. Mais ils vont embrasser d'autres formes d'esclavage. Je ne vous les citerai pas puisque vous les vivez. Il suffit de regarder l'assistance en face de moi. On s'est compris. Et donc, une chose en amenant une autre, il faut que nous nous questionnons sur cette singularité d'aujourd'hui, qui est cette recherche en permanence d'opiniâtreté, de combativité, d'opposition systématique. À quoi sert tout ça? Puisque nous ne savons pas quelle est notre histoire, puisque nous pensons qu'elle est écrite. Et en fait, non, elle n'est pas écrite. Elle est à écrire. Elle est à écrire non pas à partir des grandes histoires de ce monde, non, mais à propos d'elle. La nuance a son importance parce que ça voudrait dire qu'il nous faut réécrire une histoire en dehors de tout ce que nous connaissons. Une autre de nos capacités pourrait être révélée par une autre histoire singulière, celle du Bimidum. Vous savez, ça vous parle le Bimidum?
Cette société commerciale créée par l'État pour pouvoir déplacer les populations de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion vers les grandes villes industrielles de France dans les années 60, mais inversement de récupérer les populations du bocage normand et de la Bretagne pour les ramener sous nos latitudes. C'est ça le Bubinum. Et vous allez voir, ce qu'il y a d'intéressant avec toutes ces histoires que je vous raconte, le dénominateur commun, c'est cette terre. Cette terre est sans concession. Vous ne pouvez pas y vivre si vous n'avez pas la capacité créative de vous adapter. La troisième? Vous vivez pas ici? Non. De s'organiser, mais c'est surtout de faire résilience. Dans une histoire de vie, vous pouvez tout perdre en une nuit. D'accord? Or, on se rend bien compte que cette opiniâtreté, on va la perdre au fil des temps. Je vous ai dit, le pays réel, il était dans l'esprit des ascendants. Et des ascendants, j'aime bien faire cette nuance, qui n'étaient pas en esclavage, mais réduits en esclavage. La nuance a son importance parce que, dans le premier cas, vous aurez bien compris qu'on leur enlève leur humanité. Dans le second cas, ça veut dire qu'ils avaient un corpus de créativité. Et c'est ça tout l'intérêt de mon propos, c'est de vous dire que pour basculer dans le pays réel, il faut oublier le pays imaginaire. Et le pays imaginaire, c'est celui qui, jusqu'à maintenant, nous aura permis de rester dans l'imaginaire de la plantation parce que nous ne voulions pas nous assumer. Il était beaucoup plus confortable de rester à l'intérieur où les autres prédéterminaient ce que nous devons être, alors que si vous sortez et vous franchissez la barrière, vous devez vous assumer, vous devez vous assurer. Vous assumer, c'est assumer votre devenir. Vous assurer, c'est faire des projections. Et donc, vous aurez compris que le lien est tout fait avec l'actualité d'aujourd'hui. Souvent, vous faites la critique de notre rapport à l'administration ou le rapport de nos politiques à l'administration, sans se questionner sur une chose. Quelle est notre part de responsabilité? Souvent, nous parlons d'administration à distance, sans jamais se poser la question, qu'est-ce que nous faisons au quotidien pour changer cette réalité? La question est entière. Souvent, nous voulons effectivement porter une critique objective, mais sans perdre le confort de nos habits d'assimilation. Parce qu'il est beaucoup plus confortable d'être dans cette salle climatisée que d'avoir un éventail de s'éventer. Mais oui. Le pays réel nous oblige à nous questionner sur ce que nous voulons réellement, pour nous, mais pour notre devenir. Le pays réel ne nous demande pas une relecture du passé, point du tout. Parce que vous savez pertinemment que les faits historiques sont ce qu'ils sont. Ils sont écrits par les plumes du pouvoir, avec les ratures et les oublis, qui constituent le visage de l'humanité d'aujourd'hui. D'accord? Donc, ce que nous devons faire, et je vous invite à le faire, c'est de nous dire comment faire pour construire un nouveau mythe, un mythe fondateur qui nous permettra d'être à l'aise, quel que soit là où nous nous situons, quel que soit ce que nous voulons faire, quel que soit ce que nous attendons de ce territoire. Parce que lui, il ne va pas changer. Il vous offrira toujours vent si vous avez trop chaud, ouragan si vous avez vraiment chaud, pluie pour vous refroidir, et si, après tout ça, vous êtes encore d'aplomb, séisme pour briser vos idées. Le territoire, il ne va pas changer. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est comment inviter les nouvelles générations qui n'ont plus ce pays dans leur ADN à le construire. Alors, j'ai quelques pistes pour vous, puisque tout l'intérêt, c'est de vous proposer des pistes, ce n'est pas simplement de faire un échange avec vous. Alors, la première piste qui me paraît évidente, c'est construire un imaginaire à partir d'une histoire réelle. Nous devons raconter nos histoires de famille, quelles qu'elles soient belles ou pas belles, de telle manière à ce que les futures générations soient inscrites dans le terreau de ce territoire. Et si vous êtes inscrit dans le terreau de ce territoire, vous ne pouvez pas aller ailleurs. Vous allez toujours revenir, puisque vous connaissez l'expression ancienne, vous revenez toujours là, long. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup. Hein. Ah ouais. La deuxième chose, une chose après une autre, la deuxième, à mon sens, c'est celle de l'engagement. Il nous faut nous engager pour ces générations futures, de telle manière à ce qu'elles soient le bras armé de notre excellence. Il nous faut croire dans le rêve d'Icare, mais oui, qui consiste à donner à ces générations le flambeau du renouveau, le flambeau qui va illuminer, irradier, de telle manière à ce que la Terre
éclaire le soleil. Je vous remercie.